Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose d'étudier ensemble l'entreprise Pernod Ricard qui a baissé d'un petit peu plus de 40% sur une année. On va rentrer en détail dans les chiffres de l'entreprise, essayer de comprendre ce qui s'est passé et en fin de vidéo je vous dirai aussi est-ce que l'action m'intéresse. On commence par le cours de l'action pour vous montrer ce qui s'est passé. Donc globalement, en un petit peu plus d'un an depuis les points hauts qu'on avait fait en mai 2023, l'entreprise a corrigé de plus de 40% et vous voyez ici qu'elle se balade entre 120 et 130 dollars, très certainement aussi en attendant les résultats qui arrivent la semaine prochaine. Ça, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. L'entreprise, je tiens à préciser qu'elle m'a été mentionnée plusieurs fois en DM et aussi par des participants du programme. C'est donc pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo, parce que quand beaucoup de personnes me parlent d'un titre, eh bien il y a peut-être quelque chose à découvrir. Évidemment, il ne s'agit en aucun cas de conseils en investissement. Je vous partage ma vision sur cette entreprise et mon analyse, mais après, c'est à vous évidemment de faire vos propres recherches. Et d'ailleurs, si vous avez une expertise ou un avis constructif sur cette action, eh bien rendez-vous dans les commentaires. Rappel rapide sur les activités de l'entreprise. Donc Pernod Ricard, c'est un géant mondial de l'industrie des vins et spiritueux. Ils ont beaucoup de marques emblématiques et vous aurez ici une photo avec pas mal de leurs marques les plus connues. Et c'est une entreprise qui est cotée en bourse et son activité principale, c'est donc la production, la distribution et la commercialisation de boissons alcoolisées. D'un point de vue de la capitalisation, on est à un petit peu plus de 31 milliards d'euros. Et si vous regardez le business dans son ensemble, c'est un business qui a plutôt une croissance assez lente, entre 4 et 7% selon les années, et sur 10 ans en composé, on est autour de 4%, on le verra plus tard. Elle a eu cependant une excellente année 2022, avec une explosion du chiffre d'affaires qui s'est aussi continuée début 2023, mais comme on le verra plus tard, on est en train de revenir en ligne avec des croissances plus historiques, ce qui est clairement un point important dans l'analyse que je vous proposerai en fin de vidéo. Au niveau des marges brutes et de toutes les marges de façon générale, vous allez constater qu'on est plutôt bien géré, assez constant. Je pense que c'est un business clairement mature qui arrive à maintenir et monter ses prix dans le temps pour justement maintenir ses marges, qui prouve quand même d'une bonne gestion. Et donc vous êtes à 60% de marge brute, et si vous regardez la marge nette et la marge sur le flux de trésorerie disponible, on est globalement autour de 10 à 15% selon les années. Maintenant, pourquoi l'action a-t-elle corrigé en bourse? Alors, j'ai identifié plusieurs points qu'on va regarder ensemble et après on ira voir la valorisation. Il faut savoir qu'on a eu, comme je vous le disais, une croissance assez exceptionnelle sur le chiffre d'affaires en 2022. Par contre, l'entreprise a d'ores et déjà fait des communiqués expliquant que le chiffre d'affaires sur les 9 derniers mois, donc le communiqué date d'avril 2024, eh bien ce chiffre d'affaires, il est en recul en organique, et si vous le prenez en prenant en compte les taux de change, puisqu'ils vendent dans le monde entier, on est encore plus en baisse. Donc on s'attend dans les publications de la semaine prochaine à une croissance du chiffre d'affaires qui est clairement pas celle qu'on a pu avoir en 2022, et on verra les chiffres. À savoir aussi que l'entreprise a rencontré des difficultés en Chine et une baisse du chiffre d'affaires, et aussi pas mal de stocks qui ne baissent pas aussi vite que ce qu'il aimerait, notamment aux États-Unis. Je tiens aussi à dire que c'est un secteur où il y a quand même pas mal de concurrence de qualité. Dans les alcools, vous avez beaucoup d'acteurs majeurs avec une concurrence assez phénoménale. De toute façon, ça se voit dans les magasins, dans le marketing aussi, c'est quelque chose qui se constate. Et même en France, on a par exemple LVMH qui est très fort là-dedans, et vous avez d'autres entreprises dans d'autres pays. Donc on est quand même dans un secteur où il y a de la concurrence, et on est sur une entreprise qui a une croissance quand même assez modérée sur 10 ans. L'entreprise nous informe qu'il vise sur 2023-2024 une croissance entre 4 et 7%. Ce qui est donc loin des chiffres qu'on a eu en 2022, comme on le voit ici, et même en 2023, sachant que leurs résultats sont décalés et on va rentrer dans l'année 2025 pour eux fiscalement une fois qu'ils auront publié leurs résultats. Et donc on a l'air de revenir plus en ligne avec des croissances historiques. Donc globalement, je dirais que c'est quand même une entreprise mature, à dividendes, on va le regarder après, et qui aurait peut-être eu un emballement court terme tout simplement au niveau de la valorisation, puisqu'on a eu des bons résultats, et aujourd'hui on serait peut-être en train de revenir à la réalité. Ce qui nous amène à la prochaine partie de la vidéo sur les chiffres de l'entreprise. Donc ici, vous avez le chiffre d'affaires. Comme vous le constatez, on a une croissance sur 10 ans en composé de 4,07% par an. Ce qui n'est pas très élevé clairement à mon goût, et d'ailleurs par rapport à beaucoup d'entreprises qu'on peut retrouver dans des indices majeurs. Et si vous regardez ici le chiffre d'affaires, vous constatez qu'effectivement, il a bien baissé après la très forte hausse, si vous regardez, qu'on a eu en 2022 et 2023. Maintenant, au-delà de l'évolution du chiffre d'affaires, j'ai envie de vous parler aussi des marges, parce qu'il faut reconnaître que l'entreprise, elle est plutôt bien gérée. Si vous regardez les médianes sur
les marges brutes, les marges nettes et les marges opérationnelles, on est respectivement à 61%, à 27% et à 15%. Donc on est quand même sur une marge nette sur les 10 dernières années en médiane à 15%. Donc l'entreprise, elle est rentable. Et si vous prenez la médiane sur le flux de trésorerie disponible sur les 10 dernières années, ce qui est tout simplement la capacité d'autofinancement de l'entreprise, et c'est un point primordial pour moi quand je regarde une action, puisque ça me montre si l'entreprise a du cash pour le payer en dividende, pour le réinvestir dans le business, etc. Et si vous regardez la médiane, on est à plus de 13% depuis 10 ans. Je tiens cependant à le préciser, et là vous le voyez sur la courbe en rouge, la marge sur le flux de trésorerie disponible a quand même baissé depuis 2-3 ans. C'est quand même à signaler parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ça qui permet de payer le dividende, etc. En parlant de dividende, eh bien, on y arrive. Et si vous regardez, on vient juste de passer avec un flux de trésorerie disponible qui est sous le dividende. Donc on va aller regarder les documents financiers après, mais d'ores et déjà ce qu'on peut dire, c'est que récemment, eh bien, le cash généré par le business n'a pas pu couvrir le dividende. Donc ma question, c'est comment ils ont payé ce dividende ? D'où est venu l'argent? Et en plus, ils rachètent des actions, parce que ce cash, il vient forcément de quelque part, puisqu'il a été payé. Au niveau du dividende, je vais quand même vous montrer le rendement actuel. On est à 3,95%, ce qui est quand même élevé. Vous avez une croissance en composé sur les 10 dernières années de plus de 11% par an du dividende. On constate cependant qu'ils payent 61% des bénéfices en dividende, donc l'entreprise clairement est là pour donner du rendement via le dividende à ses actionnaires. Ils font aussi un peu de rachat d'actions. Et si vous regardez par contre ce qu'ils ont payé en termes de flux de trésorerie disponible, ce que je trouve beaucoup plus intéressant d'ailleurs que le taux de distribution standard que l'on monte toujours au niveau des bénéfices. Moi, personnellement, je préfère regarder le taux de distribution du flux de trésorerie disponible et là, on est à plus de 100%. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, récemment, l'entreprise a dû aller chercher du cash ailleurs pour payer son dividende. Et si vous comparez le titre au S&P 500 avec et sans les dividendes réinvestis, il s'est comporté aussi bien que le S&P 500 entre 2014 et globalement fin 2022, début 2023. Et depuis, il se comporte moins bien comme vous le constatez ici, avec un retour sur investissement sur 10 ans qui se balade globalement autour des 60 à 70%. Il faudra aller mesurer contre plus de 200% sur le S&P 500 avec les dividendes réinvestis comme vous le voyez ici au niveau de mon pointeur. On passe maintenant au flux de trésorerie. Donc vous constatez que le flux de trésorerie disponible que vous avez en bas, le free cash flow en anglais, eh bien il ne permet pas de financer à la fois le remboursement de la dette, le rachat d'actions et le dividende. Si vous prenez les 3 lignes ici au niveau de mon pointeur, vous êtes plus élevé que le flux de trésorerie disponible. Ce qui veut dire qu'on a dû taper dans le cash. Et effectivement, vous le constatez ici, le cash est en train de baisser. Donc l'entreprise a tapé dans son cash pour payer le dividende puisqu'elle ne pouvait pas le financer tout en continuant aussi à racheter des actions et à rembourser sa dette. Et ça, vous allez le retrouver dans le bilan. Ici, vous avez bien le cash qui a diminué. Je tiens aussi à préciser que l'inventaire est en train d'augmenter. Si vous regardez, on a bien de plus en plus d'inventaire. Donc ça veut dire que l'entreprise continue à produire et elle augmente ses stocks. Et à un moment, il va peut-être falloir quand même éliminer les stocks pour faire rentrer du cash. C'est important pour la trésorerie. Après, est-ce qu'ils vont le faire via des promotions? Est-ce qu'ils vont avoir un problème sur leur capacité à fixer les prix? Ou est-ce qu'ils vont réussir à résoudre ce problème en ayant un meilleur marketing, etc. Ça, l'avenir nous le dira. Et ça fait d'ailleurs partie de votre analyse qualitative, parce que dans les vidéos, souvent, on regarde le quantitatif, les chiffres, mais la réalité, c'est qu'il faut aussi aller regarder ce que fait l'entreprise, se forger une opinion sur le business model, sur la gestion, se forger une opinion sur leur stratégie marketing sur le long terme, pour justement savoir si, d'un point de vue qualitatif, on apprécie le business. Je voulais aussi vous montrer qu'au niveau des actifs intangibles, donc des choses que l'on ne peut pas vendre, comme par exemple des usines ou des machines, on est quand même très élevé. En effet, si vous regardez, vous avez pratiquement la moitié des actifs qui sont en fait l'image de marque, la valeur qu'on donne à leurs produits et le prix qu'ils pourraient sur le papier vendre telle ou telle marque. Après, c'est logique puisqu'ils ont des produits prestigieux et donc ça a une valeur, mais je tenais quand même à préciser que c'est une grosse partie de leurs actifs et c'est donc intrinsèque au business. On achète un business qui est là aussi grâce à son image de marque. Et il va donc falloir dans le temps maintenir et protéger cette bonne image de marque. Donc quand je regarde les états financiers de l'entreprise, il n'y a rien qui me choque. Je préciserai quand même qu'ils ont pas mal de dettes long terme par rapport au flux de trésorerie disponible. Vous voyez que même s'ils arrêtaient de payer le dividende, de racheter les actions et qu'ils se concentraient juste à rembourser la dette, il leur faudrait certainement un peu plus de 7 ans en le faisant de tête. Si je venais à investir, j'aimerais donc quand même personnellement voir l'entreprise revenir en capacité de soutenir son dividende, de racheter des actions et même de commencer à rembourser cette dette sans avoir à taper dans le cash. Donc rien de très alarmant sur le court terme si la situation vient à s'équilibrer à nouveau. Ça peut très bien être que passager. Par contre, à ce rythme, en gardant un tel dividende et en continuant à l'augmenter, il va falloir mettre des actions en place pour aussi pouvoir commencer peut-être à rembourser cette dette. En tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais voir personnellement. On passe maintenant à la valorisation.
Donc là, si vous regardez, je vous ai mis le prix par rapport au chiffre d'affaires sur 10 ans et vous constatez qu'actuellement on est à 2,7 contre une médiane historique à 3,9 et de toute façon vous le voyez sur le graphique, d'un point de vue du prix par rapport au chiffre d'affaires, on est historiquement bas sur les 10 dernières années. De la même façon sur le PER, donc le prix par rapport aux bénéfices, on est bas aussi. Vous voyez qu'actuellement on est à 15 pour une médiane historique à 24. Et au niveau du prix par rapport au flux de trésorerie disponible, là pour le coup on est élevé, mais comme on l'a constaté juste avant, ils ont eu clairement une baisse de la marge du flux de trésor récemment, donc ça l'explique aussi. Alors ici je vous parle d'indicateurs, mais comme j'aime le rappeler à chaque fois, ce n'est que l'offre et la demande sur le marché, c'est le prix que le marché accepte de payer actuellement. Cependant, j'aime pousser mes analyses plus loin et me faire mes propres convictions sur quelles sont pour moi les croissances futures et les marges futures de l'entreprise et quel prix sera prêt à payer le marché, réactualiser dans le présent et ainsi obtenir un prix à payer aujourd'hui. Parce que pour moi, simplement regarder des ratios, c'est clairement un très bon indicateur pour se dire au premier abord, est-ce que le marché pense que l'entreprise est chère ou pas chère en ce moment? Par contre, ça ne veut pas dire que c'est forcément une bonne affaire. Elle est peut-être pas chère en ce moment, pour des bonnes raisons. Et c'est pour ça qu'on va tout le temps plus loin dans les documents financiers, parce qu'une entreprise peut être pas chère sur le papier pour de bonnes raisons. On continue sur la valorisation. Je dirais donc que clairement c'est une entreprise que le marché valorise historiquement bas actuellement, car je pense qu'on est dans une période difficile. On l'a vu tous ensemble dans les chiffres. Par contre, le point que je vous mets juste après, il est très important. Ce n'est pas parce que sur le papier elle est assez peu chère historiquement que la valorisation en elle-même est basse. Peut-être que la valorisation est bonne et qu'avant, elle était trop valorisée. Parce que je tiens quand même à rappeler qu'on est sur une entreprise qui a eu 4% de croissance par an sur le chiffre d'affaires en 10 ans. Alors par contre, clairement, mention honorable, leurs marges sont très bien gérées. Donc on est sur un business de qualité, mature, qui a une croissance certes pas très élevée, mais cette croissance pas élevée, elle est totalement assumée par la direction. C'est aussi lié au type d'entreprise. Et leur objectif, eux, c'est plus de générer du cash, de conserver des parts de marché, évidemment d'avoir un peu de croissance. Ils ont quand même 4% par an, mais le gros de leur boulot, c'est de générer du cash pour le distribuer aux actionnaires. Clairement, pour moi, c'est une entreprise à dividendes et à dividendes croissants. Et donc pour ce type d'entreprise avec ce type de croissance, un prix par rapport au chef d'affaires à 2,7, un PER à 15 et un prix par rapport au flux de trésorerie disponible à 40, ça ne me choque pas sur le papier et ça pourrait être tout à fait en ligne avec ce qu'on a vu d'un point de vue des chiffres actuellement. Maintenant, quelle est votre stratégie d'investisseur et le retour sur investissement que vous souhaitez faire? Ça, c'est à vous de répondre à la question et de vous demander si c'est une entreprise qui pourrait rentrer dans votre portefeuille selon votre style d'investissement. Maintenant, est-ce que l'action m'intéresse? Alors, je vais suivre les résultats la semaine prochaine et j'aimerais voir des améliorations au niveau de la tendance sur le flux de trésorerie disponible, donc le free cash flow, au niveau de la tendance sur le chiffre d'affaires, une amélioration aussi peut-être au niveau des stocks, et aussi et surtout le retour d'une capacité d'un point de vue de la trésorerie à couvrir le dividende, le rachat d'actions et à commencer à rembourser la dette au lieu de continuer à lever de la dette. Parce que clairement, on est sur un business qui est là pour payer un dividende et avoir une croissance raisonnable, mais il faut pouvoir le soutenir dans le long terme. Alors, ça a été le cas pendant très longtemps. Là, c'est plus le cas si on prend une image à l'instant T. Il va falloir que ça redevienne le cas dans le futur. Je dirais aussi que c'est une entreprise de qualité. J'ai rien vu qui m'a choqué et je comprends qu'il y a pas mal de personnes qui m'en aient parlé. C'est une entreprise qui est clairement axée sur le rendement du dividende. Elle est mature et elle a une position leader dans son marché et elle évolue tranquillement. Historiquement, l'entreprise a été bien gérée par la direction, c'est à noter et notamment ça se voit sur les marges. Marges qui d'ailleurs sont très bien maintenues dans le temps, ce qui est preuve aussi d'une capacité à fixer les prix. Si demain la marge brute se met à baisser fortement, je vais me demander si les marques ont toujours autant d'attrait chez le consommateur. Mais c'est pas le cas comme on l'a vu, donc clairement bien joué sur la capacité à fixer les prix. Comme je vous le disais, elle a des ratios qui pour moi sont pas incohérents avec entre guillemets la petite croissance qu'a l'entreprise et le beau dividende qu'elle paye. Donc il n'y a rien qui me choque, ça suffit pas, il faut aller projeter ces chiffres pour savoir combien on veut la payer aujourd'hui, mais c'est une bonne base de départ, c'est pas une entreprise que j'élimine instantanément et je vais attendre les résultats et je vais peut-être même faire mes chiffres pour me donner une idée. Après, elle n'a pas forcément sa place dans mon portefeuille d'actions individuelles parce que c'est pas forcément mon style d'investissement. J'ai rien contre le dividende et j'ai des entreprises qui en payent, mais j'ai besoin quand même de plus de croissance et aussi peut-être des marges un petit peu plus élevées ou en tout cas des marges potentielles plus élevées sur les types de business que j'aime avoir en portefeuille. Par contre, je comprends clairement que j'ai eu plusieurs messages me demandant une vidéo sur Pernod Ricard depuis quelques semaines et donc voilà, c'est fait et je comprends mieux pourquoi parce que clairement c'est un dossier qui sur le papier mérite d'être étudié à mon avis.
On en a fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez un avis sur l'entreprise et j'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil en description pour plus de contenu. Qui plus est qu'il y a du changement en ce moment si vous souhaitez aller plus loin, notamment dans le programme. Premier lien en description. Et de façon plus générale, si vous voulez parler bourse, si vous avez des questions, rendez-vous en message notamment sur Instagram ou dans le Discord et je vous réponds toujours avec plaisir. Je prends d'ailleurs de plus en plus de temps en ce moment pour la communauté. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.